Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une affaire aussi troublante que tragique, un drame qui s'est joué aux États-Unis. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être bien installé car cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager car vous le savez, chaque détail compte. Vous êtes prêts? Alors, entrons dans le vif du sujet. Allons-y. Même les âmes les plus pieuses peuvent cacher des ténèbres insoupçonnées. L'histoire a prouvé, maintes et maintes fois, que les plus habiles des manipulateurs ne sont pas ceux qui hurlent leur malignité, mais ceux qui l'enrobent d'une aura de bienveillance. Capables d'ensorceler des foules entières, ils tissent des réseaux de fidèles, des admirateurs prêts à jurer sur leur sincérité, tout en œuvrant dans l'ombre à des fins bien moins nobles. Dans la petite ville de Vincent, en Alabama, où vivaient à peine 2000 âmes, l'insouciance régnait encore. On y laissait les portes entr'ouvertes, les clés de voiture sur le contact, convaincu que le malheur frappait toujours ailleurs. Ici, on se connaissait, on se saluait dans la rue, on faisait confiance, et surtout, on croyait en Timothy Tillman. Au début des années 2000, ce dernier officiait au Centre Renaissance, où il était perçu comme un prédicateur exceptionnel. Son charisme transcendait les sermons ordinaires. Il était plus qu'un simple guide spirituel. Il était un mentor, une épaule sur laquelle pleurer, une voix rassurante dans un monde de plus en plus incertain. Mais, derrière cette image d'homme de foi inébranlable, un voile de mystère s'épaississait. Avant de s'installer définitivement, Timothy avait parcouru le pays, évangélisant les âmes perdues de Floride au Minnesota. Partout où il allait, il laissait derrière lui des fidèles conquis par ses prêches inspirants. À ses côtés, toujours discrète, se tenait Janet Tillman, son épouse. Une femme modeste, douce et entièrement dévouée à sa famille. Elle incarnait l'image parfaite de l'épouse du pasteur, aimante, compréhensive, toujours en retrait, mais essentielle à l'équilibre de leur foyer. Ensemble, ils avaient eu 2 filles, Jessica et Tiffany, et formaient en apparence une famille unie, insubmersible face aux tempêtes de la vie. Mais Tillman n'était pas qu'un simple prêcheur. Il voulait agir, faire le bien, mais de manière concrète. Lorsque l'ouragan Katrina a frappé la Louisiane en 2005, il y a vu une opportunité de démontrer sa générosité. En septembre de cette même année, il a organisé un événement singulier. Une chasse aux dindes, un tir en plein air dont les recettes devaient être reversées aux sinistrés. Tout a été méticuleusement préparé, et le 22 octobre 2005, l'événement s'est déroulé sans accroc, jusqu'au 3e tir. Un fusil s'est enrayé, rien de dramatique en soi, mais une certaine tension s'est installée. Timothy et Janet observaient la scène, visiblement préoccupés. Un membre de l'Église a proposé d'examiner l'arme défectueuse, mais le pasteur a refusé catégoriquement. Trop de monde, trop de risques. Des enfants jouaient non loin, des inconnus assistaient à l'événement. Il a préféré ranger les armes dans le coffre de sa voiture, où elles sont restées pendant 4 jours. Le 26 octobre, Timothy et Janet ont décidé de les déplacer. Tandis que Janet s'emparait du fusil défectueux, Timothy portait les 2 autres. Leur destination? Une chambre à coucher située derrière l'église, un endroit sûr, loin des mains curieuses. Janet marchait devant. Timothy la suivait de près. Puis, un bruit fracassant a déchiré le silence. Un coup de feu. L'instant a basculé dans l'horreur. D'après le récit de Timothy, le canon de son fusil aurait heurté le chambranle de la porte, et le coup serait parti tout seul. Une balle, une seule, qui a traversé la pièce avant de frapper Janet dans le dos. Elle s'est effondrée sous la douleur, le sang s'échappant en nappes épaisses sur le sol. Dans les bras de son mari, elle suffoquait, sa voix se brisant sous l'effort, et dans un dernier souffle, elle a répété ces quelques mots, encore et encore. « Je vous aime, toi et les filles. » Quand la police et l'ambulance sont arrivés sur les lieux, il était déjà trop tard. Janet avait cessé de respirer. Il n'y avait plus rien à faire. Son corps gisait là, dans une mare de sang, alors que l'agitation gagnait les alentours de l'église. Timothy Tillman, lui, était en état de choc, effondré, méconnaissable. Il pleurait sans retenue, la tête entre ses mains, le souffle court, balbutiant des prières incompréhensibles. Il s'accrochait à une lueur d'espoir, un miracle, un sursaut de vie chez Janet, mais il n'y en a pas eu. Et lorsque la nouvelle est tombée,
que sa femme n'avait pas attendu l'aide et était morte avant même l'arrivée des secours, il s'est figé comme si son monde venait de s'écrouler d'un seul coup. Autour de lui, c'était la confusion totale. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Un simple accident? Un malheureux enchaînement de circonstances? Ou bien autre chose? Les policiers, eux, ont suivi la procédure. Ils ont demandé à Timothy de les suivre au poste pour enregistrer sa déclaration. Mais le pasteur, hagard, marchait déjà en rond dans la cour de l'église, répétant sans cesse qu'il s'en voulait, que c'était sa faute, qu'il avait tué son épouse, et pourtant, personne ne le voyait ainsi. Ici, tout le monde connaissait Timothy Tillman. Un homme bon, un homme de Dieu, incapable de faire du mal à une mouche. Il avait toujours prêché l'amour, la solidarité, la bienveillance. Un pasteur respecté, apprécié, un mari dévoué, un père aimant. Comment aurait-il pu faire du mal à Janet? C'était impossible. Les fidèles rassemblés autour de lui n'avaient aucun doute. Il s'agissait d'un accident, une tragédie, rien de plus. Au poste de police, Timothy a fini par retrouver son calme. Peu à peu, il a repris ses esprits et a pu répondre aux questions des enquêteurs. Il a raconté sa version des faits avec une précision chirurgicale. Oui, le fusil s'était enrayé quelques jours plus tôt. Oui, ils avaient décidé de le ranger en sécurité. Oui, Janet avait voulu le mettre sous le lit pour éviter tout danger. Et oui, en passant la porte, l'une des carabines avait heurté le chambranle. Et le coup était parti tout seul. Un simple accident, aussi bête que tragique. Les policiers l'ont cru. Après tout, pourquoi aurait-il douté? Cet homme n'avait aucun antécédent violent, aucune réputation douteuse. Il était un pilier de la communauté, un guide spirituel. Il n'y avait aucun mobile, aucune raison de penser qu'il mentait. Alors, sans preuve du contraire, les enquêteurs ont pris leur décision. Timothy Tillman était libre de rentrer chez lui, de retrouver ses enfants, de faire son deuil. L'affaire, pour l'instant, semblait close. Quand Joanne, la sœur de Janet, a appris la tragique nouvelle, un frisson glacé lui a parcouru l'échine. L'idée que sa sœur puisse être morte de cette manière lui était insupportable. Bouleversée, elle a aussitôt pris son téléphone pour appeler son frère. Sa voix tremblait, brisée par la douleur. Mais lui n'a pas hésité une seconde. Ce n'est pas un accident. La phrase a résonné dans le silence comme une évidence brutale. Ils ont tout analysé, chaque détail, chaque incohérence. Puis, sans perdre de temps, ils ont contacté la police pour leur faire part de leurs soupçons. L'idée que Timothy Tillman ne soit pas celui qu'il prétendait être a commencé à prendre forme. Et bientôt, cette hypothèse a trouvé un écho troublant dans les faits. Les détectives intrigués ont décidé de creuser. Et ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix. Timothy Tillman, ou plutôt Timothy Patrick McNally. Car oui, l'homme d'église possédait non pas un mais deux permis de conduire. L'un a son nom habituel, l'autre sous cette identité mystérieuse. Plus étrange encore, ce second permis était tout récent, émis 4 mois avant la mort de Janet. Et comme si cela ne suffisait pas, Timothy avait encore procédé à un changement officiel quelques jours à peine avant l'incident. Pourquoi? Pourquoi un pasteur, un homme censé prêcher la transparence et la vérité, aurait-il besoin de dissimuler son identité? La famille de Janet ne se faisait plus d'illusions. Ils avaient toujours eu des doutes sur lui. Depuis le début, quelque chose sonnait faux. Mais maintenant, ces doutes prenaient une dimension bien plus inquiétante. En réalité, les tensions entre Janet et sa famille ne dataient pas d'hier. Dès le départ, ses parents et sa fratrie avaient vu en Timothy un manipulateur, un homme aux intentions troubles. Ils étaient persuadés qu'il avait isolé Janet d'eux, qu'il avait œuvré méthodiquement pour briser les liens familiaux. Et il y était parvenu. Avec le temps, Janet s'était éloignée jusqu'à couper presque tout contact. Mais aujourd'hui, malgré tout, malgré les rancœurs et les silences accumulés, il était hors de question de l'abandonner une seconde fois. Ils allaient lui rendre hommage, lui dire adieu comme elle le méritait, et surtout, ils allaient obtenir justice. Lorsque la famille de Janet est arrivée devant la maison où elle avait perdu la vie, une tension glaciale a envahi l'air. Ils se sont avancés sans un mot, le regard sombre, pas un sourire, pas une poignée de main. Rien. Personne n'a voulu toucher Timothy.
À leurs yeux, il n'était plus le mari éploré, il était le coupable. Johan, qui l'observait attentivement, a tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. Il évitait le contact visuel. Son regard fuyait, se posant partout sauf sur eux. Et puis il a ouvert la bouche. Mais pas pour leur exprimer des excuses, pas pour murmurer un mot de condoléance. Non. Il s'est immédiatement lancé dans un plaidoyer de défense. Je l'aimais tellement. Jamais je ne lui aurais fait de mal. Vous savez, Janet était tout pour moi. Comme s'il se justifiait, comme s'il cherchait désespérément à convaincre. Et pour la famille de Janet, ce simple détail en disait long. Quelques jours ont passé. Les échanges entre les proches de Janet ont continué, ponctués d'hypothèses, d'interrogations, et surtout d'une certitude grandissante. Ce n'était pas un accident. Pour eux, il ne faisait plus aucun doute que Janet avait été assassinée. Le scénario du fusil qui se déclenche par hasard ne tenait pas debout. Il y avait trop d'étrangeté, trop de détails troublants. Timothy était un meurtrier, et ils allaient le prouver. Déterminés, ils ont envoyé un courriel au procureur du district, exigeant que cette affaire soit traitée comme un homicide et non comme un simple accident domestique. Mais le silence en réponse à leur requête n'a fait qu'attiser leur frustration. Rien, aucune réaction. Joanne, refusant d'abandonner, a décidé de frapper plus haut. Elle a contacté le bureau des enquêtes de l'Alabama. La réponse a été brutale. La police de Vincent n'a pas les ressources nécessaires pour mener une enquête approfondie. Une réponse qui, en d'autres termes, signifiait que l'affaire pouvait très bien être enterrée sous une pile d'autres dossiers. Mais cette fois, la famille de Janet n'était pas prête à se laisser faire. Leur ténacité a fini par attirer l'attention d'un agent du FBI qui a personnellement rencontré le shérif de Vincent. Ce dernier a présenté la vidéo de l'interrogatoire de Timothy aux enquêteurs fédéraux. À première vue, rien d'anormal. Timothy semblait choqué, égaré, dévasté. Il n'y avait aucun signe évident de mensonge. Mais l'agent du FBI n'était pas dupe. Il savait que la peur pouvait avoir deux visages, celle d'un homme brisé par la mort de son épouse ou celle d'un criminel terrifié à l'idée d'être démasqué. Les soupçons se sont intensifiés lorsqu'il a découvert les deux permis de conduire à des noms différents, émis à quelques mois d'intervalle. Pourquoi un pasteur aurait-il besoin de changer d'identité? Que cherchait-il à fuir? C'est alors que l'enquête a pris une nouvelle tournure. L'agent a décidé de remonter le passé de Timothy. Et ce qu'il a découvert a laissé peu de place au doute. Le pasteur n'avait jamais été un saint. Dès les premières recherches, un fait troublant est apparu. Timothy avait une faiblesse pour les femmes. Il n'était pas seulement un homme de foi, il était aussi un séducteur compulsif. Des maîtresses, il en avait eu par dizaines, toujours différentes, toujours dans l'ombre. Les clubs de striptease, c'était son terrain de jeu. Janet était au courant, elle savait tout. Mais plutôt que de fuir, elle avait choisi de fermer les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle avait 2 filles à élever, parce qu'elle ne voulait pas d'un divorce, parce qu'elle avait fini par se résigner. Mais ce mariage n'était plus qu'une façade. L'histoire du pasteur Tillman ne s'arrêtait pas là. Il avait épousé Janet en décembre 1983, et ensemble, ils avaient eu Jessica en 86 et Tiffany en 91. À cette époque, la famille vivait en Floride, où Timothy officiait comme prédicateur. Tout allait bien, en apparence. Jusqu'en 1995, lorsque sa double vie a éclaté au grand jour. Des fidèles l'ont surpris sortant d'un club de striptease. Le choc a été immédiat. Un pasteur, un guide spirituel qui passait ses soirées dans des établissements de danse exotiques. C'était inadmissible. Une plainte a été déposée. Son renvoi de l'église a suivi aussitôt. Son charisme ne suffisait plus à masquer ses fautes. Mais un homme comme Timothy ne s'efface pas facilement. Il a quitté la Floride et a pris la route avec sa famille, direction le nord du Minnesota. Là-bas, il a refait surface en tant que pasteur. Cette fois encore, son éloquence et son assurance ont suffi à lui offrir une seconde chance, mais pas pour longtemps. Quelques mois seulement après son installation, il a été surpris en pleine relation intime avec une paroissienne. L'histoire s'est répétée. Scandale, plainte, renvoi. Cette fois, il en a eu assez. Plus question d'errer à travers le pays, à la recherche d'une nouvelle église à tromper. Alors, il a changé de voie. Il a décroché un poste dans une prison où il a commencé à se présenter comme officier de police. La réalité?
Il n'était qu'un simple civil affecté à l'accueil des visiteurs. Son travail consistait à noter les allées et venues des détenus et des visiteurs dans un registre. Mais pour lui, c'était suffisant. Suffisant pour se convaincre et convaincre les autres qu'il était quelqu'un d'important, un homme d'autorité, un homme au-dessus des règles, un homme capable de tout. Un jour, alors qu'il travaillait encore à la prison, Timothy a croisé une jeune femme, pas une fidèle en quête de rédemption, une détenue temporaire, une femme de petite vertu retenue au poste pour quelques heures. Lorsque son service s'est terminé, Timothy a généreusement proposé de la raccompagner chez elle. Un geste charitable ou une opportunité? Quelques heures plus tard, la jeune femme a porté plainte. Elle a déclaré que Timothy l'avait agressée près de chez elle. Les autorités ont pris l'affaire au sérieux. Une enquête a été ouverte et rapidement, les preuves ont été suffisantes pour inculper l'ancien pasteur. Cette fois, plus d'excuses, plus de prêches inspirants pour effacer ses fautes. La justice a tranché, 6 mois de prison. Ce fut le point de rupture pour Janet. Elle avait tout supporté, les maîtresses, les scandales, l'humiliation. Mais le V, c'était trop. Janet, si patiente, si indulgente, a enfin ouvert les yeux. Elle devait fuir. Sa sœur Joanne, qui n'avait jamais eu confiance en Timothy, a sauté sur l'occasion. Elle lui a tendu la main, lui a proposé un nouveau départ, loin de lui, direction le sud de l'Alabama, où elle l'a aidé à décrocher un emploi. Là, Janet a enfin repris le contrôle de sa vie. Pendant quelques mois, elle et Joanne ont vécu ensemble. Janet allait mieux. Elle se reconstruisait. Puis, le téléphone a sonné. Timothy, libéré plus tôt pour bonne conduite, est prêt à revenir. Il voulait réparer les choses, disait-il. Il promettait d'avoir changé. Il jurait qu'il aimait toujours Janet et leur fille. Et Janet l'a cru, encore une fois. Contre l'avis de sa famille, contre toute logique, elle a cédé. Parce qu'elle voulait que ses filles aient un père. Parce qu'elle voulait croire en un miracle. Alors en 2000, la famille Tillman s'est reformée. Timothy a promis qu'il était un homme nouveau. Fini les clubs, fini les scandales. Il s'est investi dans une nouvelle église, l'Assemblée de Dieu, et s'est rapproché d'un pasteur influent. Petit à petit, il a repris sa place dans le milieu religieux. Son éloquence, son charisme, tout fonctionnait à merveille. On l'a invité à prêcher ici et là, jusqu'à ce qu'il soit repéré par le centre de renaissance à Vincent en Alabama. Le hasard ou le destin a joué en sa faveur. Lorsqu'il a visité le centre en janvier 2003, le poste de pasteur était vacant, une opportunité en or. Alors Timothy s'est proposé spontanément pour diriger le service. Et il a fait sensation. Convaincu d'avoir trouvé un véritable homme de Dieu, les dirigeants l'ont immédiatement invité à rejoindre l'église. Aucune vérification. Aucun entretien. Rien. Son passé, effacé. Son dossier criminel, inexistant aux yeux de la communauté. Ses infidélités, son licenciement de plusieurs églises, son séjour en prison. Personne n'a rien su. Parce que Timothy était un maître de la manipulation. Il savait comment embobiner les gens, comment jouer sur leur foi, leur confiance, leur naïveté. Et ça a marché. Petit à petit, l'ancien criminel est devenu le pasteur principal de l'Église. Il a su se contenir, se montrer exemplaire. Plus d'écart, plus de dérapage visible. Il avait appris de ses erreurs. Ainsi, Timothy a commencé à prêcher. Ses violations étaient inconnues jusqu'à ce qu'un agent du FBI soit impliqué dans l'enquête. Malgré les éléments troublants qui parsemaient la biographie de Timothy Tillman, il manquait encore une pièce maîtresse, une preuve tangible. Un élément indiscutable qui permettrait de transformer les soupçons en une accusation formelle de meurtre prémédité. Pendant ce temps, Timothy continuait à jouer son rôle à la perfection. Il pensait avoir une fois de plus berné tout le monde. Aux yeux des habitants de Vincent, il était toujours le pauvre veuf éploré, un homme brisé, tentant de reconstruire sa vie après une tragédie. On l'entourait de compassion, de soutien, d'aide financière. Et lui, il acceptait tout cela avec un visage humble, reconnaissant. Mais les enquêteurs, eux, n'étaient plus dupes. Les semaines ont passé. Puis, soudain, un détail a éveillé la méfiance des autorités. Timothy a annoncé qu'il devait confier ses filles à des amis de la famille pour assister à une conférence de pasteurs à Washington.
Un voyage étrangement lointain, surtout en pleine période de deuil. Pourquoi quitter sa communauté si dévouée? Pourquoi s'éloigner alors qu'il avait encore une image à soigner? Les enquêteurs ont décidé de surveiller ses appels téléphoniques pendant ce voyage, et très vite, une anomalie est apparue. Un numéro revenait sans cesse, toujours le même. Des appels fréquents, souvent tard le soir, bien après les heures de travail. Le contact a été identifié. Son nom? Molly. Une femme, une relation. Le doute n'était plus permis. Timothy n'était pas seulement parti pour une conférence. Il était parti retrouver Molly, et cette découverte n'a fait que renforcer les soupçons. À son retour de Washington, Timothy a tenté de reprendre une vie normale. Il affichait toujours le visage du père aimant, du pasteur dévoué. Mais un appel a tout changé. Tiffany, sa propre fille, a contacté sa grand-mère. Elle était en colère, dévastée. Elle venait de découvrir des messages suspects sur le téléphone de son père. Des échanges avec Molly. Tout indiquait que leur relation n'avait pas commencé après la mort de Janet. Mais bien avant. Tiffany était sous le choc. Sa mère n'était même pas enterrée depuis quelques mois, et son père s'amusait déjà ailleurs, ou pire, avait-il prévu cela depuis longtemps? Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre. Le pasteur Tillman avait une maîtresse. Depuis combien de temps? Était-elle dans sa vie avant que Janet ne meure? Était-elle la raison pour laquelle Janet était morte? Les habitants, d'abord convaincus de son innocence, ont commencé à douter. Et un doute, lorsqu'il s'installe, devient une fissure. Une fissure qui allait faire s'écrouler toute la façade du pasteur. Les policiers ont commencé à fouiller les emails de Timothy. Ce qu'ils ont trouvé a changé toute l'affaire. Molly et Timothy étaient en contact bien avant la mort de Janet, et pas seulement un simple flirt. Une véritable relation, soigneusement dissimulée. Tout avait commencé par des échanges anonymes, un moyen parfait pour éviter les soupçons. Mais plus les messages défilaient, plus il était évident que Timothy n'avait pas juste une passade avec Molly. Il voulait plus, il voulait une vie avec elle. Janet, elle, était un obstacle. Puis, un détail particulièrement glaçant a émergé. Timothy avait créé une nouvelle identité pour séduire Molly. Il s'était présenté sous un autre nom, Timothy McNally, un officier de la marine. Il avait même confectionné un faux uniforme, acheté dans un magasin d'articles militaires, pour parfaire son rôle. Pourquoi cette mascarade? Parce que Molly était la fille d'un militaire, et Timothy voulait s'assurer qu'elle tombe sous son charme. Ce n'était plus seulement un adultère, c'était une double vie, une existence calculée, préméditée, orchestrée avec une précision effrayante. Et maintenant, une question prenait tout son sens. Jusqu'où aurait-il été prêt à aller pour être avec Molly? Les détectives avaient maintenant sous les yeux un homme engagé dans une liaison secrète, une épouse abattue dans le dos et un prétendu accident dont les circonstances semblaient de plus en plus suspectes. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Tout cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Le voyage à Washington, l'identité fabriquée de McNally, l'intensité de sa relation avec Molly, Timothy avait minutieusement préparé son plan. Mais une question restait en suspens. Pourquoi tuer Janet alors qu'un simple divorce aurait suffi? Les enquêteurs ont creusé cette piste. Ils ont envisagé plusieurs hypothèses, sa réputation. Il venait tout juste de se reconstruire une image dans cette nouvelle communauté. Un divorce aurait pu attirer l'attention sur son passé trouble et mettre à jour ses nombreuses infractions. L'argent. Une révélation a changé la donne. Timothy Tillman avait reçu un paiement d'assurance vie après la mort de Janet. Une somme conséquente, un mobile de plus. Les détectives ont décidé de tester la loyauté des membres de l'Église. Ils leur ont montré une photo accablante, Timothy en uniforme d'officier de la marine, arborant le nom de McNally. La photo datait de mai 2005, soit 6 mois avant la mort de Janet. Puis, ils ont dévoilé la véritable histoire du pasteur. Son passé criminel, ses condamnations pour V, ses renvois successifs de différentes églises. Le choc a été immédiat. Certains étaient abasourdis, trahis. D'autres, plus fanatiques, criaient au complot. Un complot contre un saint homme, un piège tendu par des non-croyants jaloux de sa foi et de son influence. Malgré tout, les doutes grandissaient. Timothy avait perdu de sa superbe. Les fidèles, autrefois suspendus à ses sermons, l'écoutaient maintenant avec méfiance. Ses paroles ne résonnaient plus avec la même intensité.
Puis, la rumeur s'est transformée en révolte. Les murmures dans les couloirs de l'église se sont multipliés. Pourquoi avait-il ramené une arme chez lui? Pourquoi ne l'avoir déposée nulle part ailleurs? Tout semblait avoir été planifié. L'étau se resserre, Timothy a fini par sentir que le vent tournait. Un jour, il a demandé une audience auprès de la direction de l'église. Il leur a annoncé son départ. Il avait trouvé un autre emploi, il voulait quitter Vincent. Sa décision n'était pas anodine. L'homme sentait que son monde s'écroulait. Il devait fuir. Mais, incroyable revirement, certains de ses fidèles étaient encore à ses côtés. Des supporters fanatiques. Ils lui ont offert un soutien financier, l'ont aidé à préparer son départ. Timothy a alors déclaré qu'il allait emmener ses filles et retourner en Floride. Son excuse: « Je veux me rapprocher de ma famille. » Pour les détectives, c'était une catastrophe. Ils n'avaient toujours pas assez de preuves pour lancer une arrestation. Ils ont dû le regarder partir. Un tueur présumé les quittant l'Alabama en toute liberté. L'homme qui, selon eux, avait planifié et exécuté le meurtre de sa femme était en train de leur échapper. L'affaire allait-elle rester impunie? Les enquêteurs ont ressenti un sentiment d'échec, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Ils allaient trouver quelque chose, un détail, une preuve. Ils allaient obtenir justice pour Janet, et Timothy Tillman allait finir par tomber. La situation a pris un tournant inattendu après le départ de Timothy Tillman. Un appel téléphonique a tout changé. C'est Joanne, la sœur de Janet, qui a alerté la police. Elle venait de recevoir un coup de fil étrange. Elle était à son bureau lorsque son téléphone a sonné. Au bout du fil, une organisation de crédit. Ils avaient une question. Nous cherchons des informations sur Janet Tillman. Elle a contracté un prêt important le 6 janvier 2006. Silence. Incompréhension. Puis, un frisson glacé. Janet Tillman était morte depuis des mois. Comment aurait-elle pu emprunter 5 000 $? Un seul coupable possible, Timothy. L'homme qui se faisait passer pour un pasteur intègre avait usurpé l'identité de sa propre femme décédée. Pourquoi? Probablement pour financer sa nouvelle vie en Floride. Mais au-delà de la fraude, cet appel était une opportunité en or. Jusqu'ici, les détectives manquaient de preuves pour l'arrêter pour meurtre. Mais là, ils le tenaient. Une fraude d'identité était un crime tangible, un mobile suffisant pour interpeller Timothy et l'interroger en profondeur. Les détectives ont pris la route, direction la Floride. Ils savaient que Timothy n'était pas un idiot. Cet homme avait trompé des églises entières, dupé des foules, manipulé des familles entières. Pour le faire tomber, il fallait être méthodique. L'objectif était simple, le pousser à la faute, le faire parler, le forcer à s'embrouiller. Car même les meilleurs menteurs finissent par commettre une erreur. L'interrogatoire a débuté de manière classique. Timothy, fidèle à lui-même, a commencé par minimiser son implication. Oui, il a utilisé l'identité de Janet, mais ce n'était pas un crime, juste un acte désespéré. Il a expliqué qu'après la mort de sa femme et la perte de son emploi, il avait eu des problèmes financiers. Il devait trouver un moyen de subvenir aux besoins de ses filles et de payer son déménagement. Un pasteur sans emploi, sans revenu, que pouvait-il faire d'autre? Un plaidoyer pathétique. Mais ce n'était pas ce que les détectives voulaient entendre. Alors, ils ont changé de sujet. Le piège se referme. La conversation a glissé subtilement vers la mort de Janet. Ils ont reparlé du tir accidentel. Jusqu'ici, Timothy avait toujours donné la même version. J'ai heurté l'arme contre le chambranle de la porte, et le coup est parti tout seul. Mais cette fois, quelque chose a changé. Une hésitation, puis une nouvelle version. Le fusil m'a échappé des mains. Quelques minutes plus tard, j'ai trébuché en entrant dans la pièce et l'arme s'est déclenchée. Les détectives ont immédiatement relevé les contradictions. Une arme ne peut pas être accidentellement tirée de 3 manières différentes. Ils avaient ce dont ils avaient besoin. Une faille. Timothy devenait nerveux. Il se frottait les mains. Il évitait les regards. Sa respiration s'accélérait. Alors les enquêteurs ont changé de tactique. Ils ont frappé là où ça faisait mal. Parlons du changement de votre nom. Pourquoi avoir utilisé McNally avant la mort de votre femme? Un instant de silence, puis une excuse surréaliste. Timothy a raconté que son frère avait eu une liaison avec Janet. Oui, son propre frère. Il ne voulait plus porter le nom des Tillman. Alors il l'avait changé. Puis il s'était ravisé et avait repris son ancien nom.
Un pur délire, un tissu de mensonges. Aucun détective dans la pièce ne l'a cru une seule seconde. Timothy Tillman était en train de perdre le contrôle, et bientôt, il allait tomber. Le mensonge flagrant de Timothy a renforcé les soupçons, mais les enquêteurs avaient besoin de plus qu'un tissu d'incohérence. Ils avaient besoin d'une confession, d'une preuve tangible, et ils savaient exactement où frapper. Le témoignage de Molly, la clé qui manquait. La jeune femme ne savait rien de la vérité, jusqu'à ce qu'on la lui révèle. Timothy McNally n'existait pas. L'homme avec qui elle entretenait une relation était un imposteur, un menteur pathologique, un escroc. Pour Molly, le choc a été brutal. Elle n'en revenait pas. Elle s'était imaginé une vie entière avec lui, et voilà que tout s'écroulait. Mais une chose était sûre, elle voulait des réponses. Elle a alors décidé de collaborer pleinement avec la police. La demande en mariage caché Molly a révélé un détail crucial. Timothy lui avait demandé sa main en août 2005, 3 mois avant la mort de Janet. Avant même que sa femme ne soit accidentellement tuée, il prévoyait déjà de reconstruire sa vie avec une autre. C'était impossible à ignorer. Molly a ensuite raconté comment leur relation avait commencé. Lorsque Timothy l'a approché, il s'était présenté comme un pasteur divorcé. Il lui avait fait croire qu'il était libre, qu'il cherchait l'amour, et qu'il n'attendait que le bon moment pour la rejoindre. Puis il avait renforcé le mensonge avec une autre histoire incroyable. Il était un militaire engagé dans des missions secrètes pour le gouvernement des États-Unis. Missions si secrètes qu'il ne pouvait pas toujours lui donner de détails. Molly avait tout cru, les versions contradictoires du meurtre. Puis, quelque chose a encore plus alarmé les enquêteurs. Dans une de ses lettres à Molly, Timothy avait changé sa version de la mort de Janet. Cette fois, il racontait que Janet et lui nettoyaient et réarrangeaient les fusils ensemble lorsqu'elle avait accidentellement appuyé sur la gâchette. Un coup de feu avait été tiré atteignant la tête de la femme, un détail qui ne collait pas avec sa version initiale. Si l'arme avait heurté le chambranle, comment aurait-elle pu tirer en pleine tête? Les enquêteurs tenaient enfin une preuve solide. Timothy n'était pas capable de raconter 2 fois la même histoire. Avec Molly, ils avaient trouvé des centaines de messages et d'emails prouvant que Timothy n'avait jamais cessé de mentir. Il ne voulait pas simplement refaire sa vie, il avait tout planifié. Et la seule chose qui l'empêchait d'avancer? Janet. Convoqué de nouveau, Timothy Tillman a rapidement perdu son sang-froid. Dès les premières minutes, il s'est mis à crier, à répéter qu'il n'avait pas tué sa femme. Mais ses réactions le trahissaient. Sa voix tremblait, son regard fuyait. Sa colère n'était pas celle d'un innocent. Il savait que la police avançait dangereusement vers la vérité. Mais il restait une faille. Les autorités n'avaient toujours pas assez de preuves pour le mettre en accusation. Alors, elles ont changé de stratégie. L'arrestation pour fraude, un piège. Faute de mieux, Timothy a été arrêté pour fraude financière. Un crime mineur comparé au meurtre, mais un crime quand même. Il a été extradé en Alabama, où il a passé plusieurs semaines derrière les barreaux. Mais les enquêteurs n'avaient pas encore terminé leur travail. Ils avaient un plan, un coup de maître. Ils allaient le faire sortir. Leur objectif? Le laisser croire qu'il était tiré d'affaire. La justice n'a limité les charges qu'à la falsification de documents, et Timothy a pu retrouver une semi-liberté. Mais il était sous surveillance. Chaque mouvement, chaque appel, chaque interaction. Tout était scruté. Pendant ce temps, l'enquête sur le meurtre de Janet a continué. Et après 5 mois d'investigation approfondie, les policiers ont enfin bouclé leur dossier. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils ont décidé d'inculper Timothy Tillman pour le meurtre de Janet. Sans avertissement. Une arrestation brutale, fermeture du piège. Cette fois, il ne s'en sortirait pas. Lorsqu'il a compris ce qui lui arrivait, Timothy a vacillé. Ses jambes ont presque cédé sous lui. Ce n'était pas prévoyant, pas calculé. C'était la panique brute. Les détectives l'ont vu juste un instant perdre ce masque qu'il portait si bien depuis des années. Mais l'accusation savait qu'elle prenait un risque colossal. Malgré tout, les preuves restaient indirectes. Il n'y avait pas de témoin oculaire, pas de caméra. Juste un homme qui avait changé sa version des faits plus souvent qu'un caméléon change de couleur. Et pourtant, ils ont foncé. Parce que l'homme qui se tenait face à eux n'était pas un innocent. C'était un manipulateur, un menteur, un criminel. Le procès, un affrontement de nerfs.
Timothy a refusé de plaider coupable. Aucun accord avec le procureur, aucune concession. Il allait jouer son dernier coup. Et l'accusation devait prouver que Janet n'était pas morte par accident, mais bien assassinée de sang-froid. Il n'avait qu'une seule arme, les mensonges de Timothy, ses contradictions, ses actes inexpliqués. Et puis, Jimmy Abbott est entré en scène. Jimmy Abbott, un homme sans histoire, simple tireur passionné, a témoigné d'un détail capital. C'est lui qui avait fourni les fusils pour l'événement. C'est lui qui les avait réparés, vérifiés, inspectés. Et il était catégorique. Tous les fusils étaient déchargés lorsqu'il les a remis à Timothy. Le seul qui avait été utilisé ce jour-là était celui qui s'était enrayé. Pour qu'un coup parte, Timothy devait avoir volontairement rechargé l'arme. Plus question d'accident. Un accident n'aurait pas impliqué d'ouvrir une arme, d'y insérer une cartouche, de l'armer, puis de la diriger sur quelqu'un. Ce témoignage a tout changé. Et puis, il y avait cette lettre. Quelques jours avant la mort de Janet, Timothy avait écrit au père de Molly. Il lui disait que bientôt tous les problèmes seraient réglés, qu'il pourrait épouser sa fille. Un aveu à peine dissimulé. Pour les procureurs, il était évident que son problème, c'était Janet. Tout au long du procès, Timothy a tenté de jouer son plus grand rôle, celui d'un homme pieux, d'un père aimant, d'un innocent injustement persécuté. Mais les jurés ont vu clair, son visage a changé. L'homme qu'ils avaient vu prêcher, sourire, conseiller, n'était plus là. À sa place, se tenait un tueur, un manipulateur froid qui, en entendant le verdict tomber, n'a même pas tourné la tête vers ses filles. Il a regardé droit devant lui, sans un mot, coupable de meurtre au premier degré, condamné à la réclusion à perpétuité. Octobre 2009. Ce jour-là, Timothy Tillman a perdu sa liberté. Puis les appels ont commencé. Un nouveau procès a même eu lieu. Mais rien n'a changé. Son passé ne pouvait plus être effacé. L'homme qui se croyait intouchable était enfin là où il devait être, derrière les barreaux, à perpétuité. Ajoutez à cela 10 ans de prison pour fraude et falsification de documents. Et Timothy Tillman ne reverra jamais le monde extérieur. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et discutons-en en commentaire. Merci à tous, mais à bientôt pour une nouvelle affaire.